bienvenue dans le podcast Femme à Corps. Je suis Alix Deleur, ostéopathe psychocorporelle et je voulais mettre en lumière, donner la parole aux femmes inspirantes, thérapeutes ou non, qui m'ont guidée et aidée dans mon parcours personnel et professionnel et qui inspireront sûrement ceux qui les écoutent. Aujourd'hui, on va parler de trouver sa voie, du rapport au corps, être au potentiel et de la passion de transmettre avec Sabri Achaf, naturopathe et biologiste. 1, 2, ouais, très bien. Ok. Bonjour Sabria. Salut. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Et j'aimerais que tu commences par te présenter comme tu le souhaites. Écoute, merci de m'accueillir, Alix. Je suis très heureuse de partager ce moment avec toi. Donc, je suis maman de 2 enfants. Je suis aussi chef d'entreprise. Et mon secteur de prédilection, c'est la santé et le bien-être des gens qui m'entourent. Super. C'est bien pour ça que tu es invitée aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ta profession et est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément ton métier ? Alors, ce qui me fait vibrer, c'est le fait de voir les gens aller mieux. Surtout quand ça fait longtemps qu'ils ne sont pas bien. Et par mon intervention et l'intervention des outils que j'utilise, ils voient une sortie de crise quasi miraculeuse, mais ça ne relève pas du miracle. Mais voilà, ce qui me fait vibrer, c'est le passage d'un état pas terrible à un état génial en très peu de temps. Ça me fait vibrer. Et du coup, ton métier ? Et mon métier, bien sûr, je suis biologiste et naturopathe. Donc voilà, mon métier, c'est d'aider les gens à se sentir mieux grâce à des plantes et des vitamines. Et mon axe de travail, c'est surtout le stress, puisque de mon point de vue, le stress est responsable de nos maladies. Comme beaucoup d'ailleurs de professionnels de santé, mais c'est vrai que c'est ton axe de prédilection. Alors, pour qu'on comprenne un peu mieux, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'en es arrivée là, à être biologiste, naturo Oui, alors en fait, rien n'a été prévu. J'ai fait une première année de médecine, j'ai raté le concours, j'ai envie de dire comme tout le monde. Et j'ai eu, comme j'étais quand même bien classée, j'ai eu un accès en 2e année de biologie directement. Et j'ai continué mes études de biologie jusqu'au bout, où j'ai fait un bac+4 de biologie cellulaire et physiologie, avec une option en microbiologie. Alors la microbiologie, c'est les bactéries, les virus, les prions, les parasites, etc. Ensuite, j'ai intégré une grande école de commerce parce que je ne me destinais pas à la recherche. Et j'ai appris le marketing et les technologies agroalimentaires à Toulouse, à Subdeco Toulouse. Et enfin, comme j'avais très envie de vivre à Marseille, je suis venue dans cette ville, parce que je suis originaire de Toulouse, pour trouver du boulot. Et j'ai été recrutée par la Chambre de commerce pour aider les entreprises à développer sur des marchés étrangers. J'ai fait une carrière à la Chambre de commerce dans différents services. Et le jour où j'ai perdu mon père d'un cancer du poumon en 2013, il est mort d'un cancer du poumon alors qu'il ne fumait pas, qu'il avait une bonne hygiène de vie, qu'il suivait ses préconisations médicales. Enfin, vraiment, il cochait toutes les cases pour ne pas être malade. Et bim, maladie grave, insoupçonnée, insoupçonnable. Et puis, quand il est décédé, on m'a dit « c'est pas de chance ». Cette réponse ne m'a pas convenue. J'avais vraiment besoin de comprendre pourquoi il est parti. Parce que de toute évidence, il y avait un des éléments que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas. Pourquoi est-il tombé malade de cette maladie alors que vraiment, on respectait tout ce qu'on nous demandait de faire. Et j'avais trop peur de perdre ma mère ou d'autres personnes de ma famille. Donc j'ai fait une école de naturopathe, pas forcément pour être naturopathe, mais pour comprendre. Et puis j'ai mis en pratique mes connaissances et petit à petit, j'ai aidé pas mal de monde et j'en ai fait mon métier aujourd'hui. Et j'ai franchisé maintenant mon activité puisqu'il y a eu beaucoup de demandes et il y a des clients qui arrivent de plusieurs endroits de la France. Et donc, de créer un modèle de franchise me permettait de garantir une prestation de qualité identique n'importe où sur le territoire. Bravo à toi pour ce parcours déjà, c'est Merci. Hyper impressionnant. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais que tu témoignes, parce que je trouve que tu as une vie vraiment hyper inspirante. Et le thème de ces podcasts, c'est de mettre en lumière des femmes qui m'ont moins inspirée, parce que je pense que ça peut inspirer beaucoup de personnes. Tu as parlé de quelques points charnières de ta vie. Pour toi, c'est lequel qui a été le plus impactant, même si je devine par ce que tu m'as raconté. Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Est-ce que tu veux mettre en lumière Tu veux dire par rapport au fait que je me dirige dans ce métier ? Ouais, ou des moments charnières qui t'ont
qui t'ont fait comprendre que, ah oui, ok, c'était ça ta route et c'était pas autre chose, quoi? C'est une bonne question parce que jusqu'à mes 40 ans, je ne savais toujours pas où était ma route parce que j'ai fait des segments de vie. C'est-à-dire, j'ai fait de la biologie, j'ai fait de la médecine, ça s'est arrêté. J'ai fait de la biologie et ça s'est arrêté. Enfin, parce que j'en ai pas fait mon métier finalement. Je suis pas maître de conférence, je suis pas chercheur. Et après, j'ai fait une école de commerce et ça s'est arrêté. Et en fait, à un moment donné, jusqu'au décès de mon père, je me suis dit, mais en fait, j'ai fait des bouts d'un peu de tout, mais finalement, j'ai rien fait de cohérent, quoi. Donc, j'avais un côté un peu frustrant, et ce n'est qu'au décès de mon père que le puzzle s'est terminé, en fait. Puisque oui, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent me sert maintenant. Et je ne l'ai compris qu'à 40 ans. Donc, j'ai envie de dire, c'est un parcours complètement décousu, mais qui est devenu clair et lisible qu'à l'âge de 40 ans. Et comment est-ce que tu es arrivée à « Ok, j'ai plusieurs pièces du puzzle ». Comment c'est venu à la conscience, en fait, pour toi ? En fait, quand j'ai fait de l'école de naturo, j'ai compris que tout ce que j'avais fait en biologie était extrêmement utile, voire indispensable, parce que aujourd'hui, je suis un naturopathe qualifié parce que j'ai fait de la biologie. Aujourd'hui, je suis un naturopathe qui fonctionne bien parce que j'ai fait une grande école de commerce. Aujourd'hui, je suis un bon naturopathe parce que je comprends les entreprises, je sais parler à un chef d'entreprise en détresse. Donc ça fait de moi quelqu'un de pluriel et qui peut aider un individu dans différentes séquences de sa vie où il est en souffrance. Et est-ce que c'est du coup quand tu as commencé à travailler, que tu as été sur le terrain, ok, là, il faut que je monte mon entreprise, il faut que je commence à soigner des gens, que c'est venu à toi, c'est ça ? Oui, c'est ça. En pratiquant, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Parce qu'au début de ma carrière de naturo, je n'appliquais que mes connaissances de naturo. Et après, je me suis dit, bah tiens. Oui, il y a quelque chose à faire de plus. Ah oui, de toute évidence, oui, bien sûr. Dans la continuité donc, de ton métier, je suppose que tu as un rapport au corps qui est plus conscient, comme tu es thérapeute. Est-ce que, déjà, tu pourrais me décrire ton rapport au corps ? Comment est-ce que tu te sens dans ton corps ? Est-ce que ça fluctue ? Est-ce qu'il y a eu pareil des moments charnières par rapport à ton corps ? Être en bonne santé, c'est ne pas sentir son corps pour moi. Après, j'ai grandi dans une famille où il y avait des codes de beauté, de minceur qui ne me correspondaient pas parce que je suis plutôt quelqu'un qui aime bien manger. Je ne suis pas sportive, même si je préconise de faire du sport. Mais bon, je ne suis pas quelqu'un de très à l'aise. Je ne suis pas à l'aise avec la nudité, je ne suis pas à l'aise avec mon corps dans le sens où je me trouve absolument imparfaite. Mais bon, je sais m'accepter. Et est-ce que au niveau de la forme physique, où tu as senti que là, tu avais atteint des paliers où tu étais mieux, où tu as traversé des phases de moins bien ? J'ai énormément d'énergie. J'ai capacité à faire plusieurs choses en même temps. Et je ne supporte pas de me sentir fatiguée. Voilà. Okay. Ça, c'est une certitude. Okay. Et donc, dès que je me sens un peu fatiguée, je peux rentrer dans une forme de panique, à essayer d'aller mieux par tous les moyens et d'être absolument impatiente de retrouver mon énergie. Voilà. Je pense que ça, c'est peut-être un peu pathologique. Et d'ailleurs, tu m'avais parlé, si c'est OK pour toi d'en parler, que tu avais fait des tests pour savoir si tu étais haut potentiel, intellectuel ou émotionnel, je sais plus. Non, les seuls tests qu'on connaît, c'est les intellectuels. Intellectuels. Il n'y a pas de classification émotionnelle. Ok, merci de m'informer de ça. Je t'en prie. Du coup, est-ce que tu peux me raconter déjà dans quel contexte tu l'as fait ? Qu'est-ce que ça t'a appris ? Si ça t'a appris quelque chose ton retour par rapport à ça ? Alors, j'ai été mise en relation avec ce sujet grâce à une dame qui s'appelle Cécile Bost, qui est décédée maintenant, qui est quelqu'un d'exceptionnel, qui était une de mes directrices à la Chambre de commerce. C'est quelqu'un d'HP et ultra HP. Et elle m'avait dit, je pense que tu es HP. Elle a écrit un livre, L'adulte surdoué. Je ne me souviens plus exactement du titre. Et donc, voilà, déjà dans ce livre-là, j'ai compris que la manière dont je me sentais n'était pas... Parce qu'en fait, on a le syndrome de l'imposteur. Quand on est HPI, on est moins bien, on a l'impression que les autres savent plus de choses que nous, ou que ce qu'on sait, de manière évidente, tout le monde le sait, alors que non. Donc, la posture du HPI, il est plutôt complexé.
Et donc, elle m'avait montré qu'en fait, non, il fallait pas que je sois complexée. Donc, j'ai appris beaucoup de choses sur le HP. Mais je n'avais pas fait de test parce que je me suis dit, de toute façon, déjà, si je sais que je suis différente et que c'est pas grave, en fait, je peux vivre comme ça et ça me va, en fait. Hein. Sauf que le jour où j'ai monté la franchise, la personne qui m'a accompagnée m'a dit, il faut vraiment que tu fasses ton test parce que il faut que tu prennes conscience que tu n'es pas à la même vitesse que les autres. Et que tu ne peux pas attendre de tes franchisés d'être à la même vitesse que les autres. Tu peux pas fixer des objectifs à des personnes qui ne sont pas comme toi. Donc j'ai fait les tests et comme tout HPI, on est haut potentiel dans certaines zones et on est très bas potentiel sur d'autres zones. Donc ça ne veut pas dire qu'on est vraiment les meilleurs, hein, loin de là. Moi, je suis très bas potentiel en calcul. Donc je n'arrive pas à faire des calculs simples, tu vois. Très très simple. Ça me parle beaucoup ce que tu me dis. C'est ridicule. En même temps, c'est ce qui fait qui tu es. Et... Oui, absolument. Et c'est aussi pour ça que tu vas demander de l'aide à des gens qui sont forts en calcul. Et exactement. Tu formes des équipes, quoi. C'est exactement ça. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les gens qui se posent la question s'ils sont HPI, s'il faut faire le test ou pas? Est-ce que tu as des conseils de ce que tu as appris de cette expérience-là? Alors, je pense que déjà de lire des livres, de s'y reconnaître, c'est bien. Il n'y a pas besoin de dépenser 300 €, moi c'était à l'époque, pour faire un test. Maintenant, il y en a chez qui ça va être rassurant de faire un test, donc il ne faut pas hésiter à le faire. Il faut que ça soit aligné, il faut que ça soit OK, il faut qu'on en ait envie. On ne fait pas un test pour faire un test, on ne fait pas un test pour faire plaisir aux autres, on le fait pour soi. Mais encore une fois, on n'est pas obligé d'aller vers un test pour valider certaines choses. On peut lire déjà pas mal de bouquins. Oui, ok. Est-ce que tu as des bouquins en particulier qui t'ont inspiré? J'ai envie d'orienter les personnes vers les livres de Cécile Bost, qui est vraiment bien. D'accord. Après, il y a plein d'autres lectures. Ok. Mais je ne suis pas spécialiste. Mais c'est déjà pas mal. Merci. J'aimerais te demander aussi, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour ton corps? Est-ce que tu as des rituels qui te font du bien? Ça peut être tout par jour, par semaine, par mois. Alors oui. Donc corps et esprit ou corps tout seul? Les deux, si tu veux. Pas Ok. de souci. Donc je fais les bains dérivatifs tous les matins de France Guillain. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que c'est? En fait, ça consiste à utiliser l'eau froide sur certaines parties du corps pour... en fait, c'est une sorte de drainage qui est rapide, qui se fait tout seul. C'est pas très compliqué. Il vise à améliorer la santé féminine. Donc ça, c'est un rituel qui m'aide beaucoup, puisque voilà, j'ai des choses à travailler là-dessus. Et puis, pour mon esprit, moi, j'aime bien me lever le matin, prendre mon petit café, écouter ma petite musique et avoir mon petit chien sur les genoux. Snooki. Voilà, donc j'adore les animaux et ça, c'est un vrai bonheur pour moi. J'aime le calme, la paix et l'esprit libre. Sympa comme programme. Oui, voilà. Est-ce qu'on peut faire 2 minutes sur Snooki quand même, parce que c'est tu un veux être exceptionnel. Ah oui, vraiment. Que j'ai la chance de rencontrer. Parce que oui, ce chien en particulier est extrêmement touchant. Et est-ce que tu peux raconter ce qu'il fait à la fin des séances au cabinet? Snooki fait partie quand même des consultations quand j'ai... Bon, c'est très rare d'avoir des personnes allergiques aux chiens, je crois que ça m'est jamais arrivé, c'est plutôt le chat. Mais Snooki fait partie des consultes, dès qu'on discute, il vient sur les genoux de la personne, il se fait papouiller, les gens l'adorent, rien qu'à le voir, il est apaisant ce chien. C'est un petit bout de coton sur pattes. J'aurais pas dit mieux, c'est vraiment la description de ce chien, Ouais, c'est excellent. Et est-ce que tu t'es posé la question de faire participer, c'est lui qui choisit, mais de l'amener dans tes consultes ou ça a été naturel et... Ça n'a jamais été une question que je me suis posée. Il ouvre la porte, il rentre, il s'installe et je demande toujours aux clients s'il est d'accord pour accueillir le chien et c'est toujours, je le vois dans la réaction, c'est « Oh chouchou, t'es mimi !» Oh ouais, je fais « c'est bon ». Okay. Il fait partie intégrante de tes soins en fait. Finalement. Oui, complètement. Puis même quand les gens sont allongés, il se met sur le ventre. Non, c'est chou. Il fait vraiment partie de la consultation pour ceux qui sont d'accord, évidemment. Oui, bien sûr. J'aimerais te demander aussi quelles sont les personnes envers qui tu as de la gratitude aujourd'hui, les personnes qui ont marqué ton parcours, que ça soit dans professionnel ou personnel. Alors,
En fait, je vais dire mon papa, puisque malgré tout, avant de partir, il a dit, quand je l'aidais à marcher dans les couloirs et que les portes étaient ouvertes des chambres des malades, il me disait, je ne supporte pas de voir les gens malades, mal en point. Alors que lui, il était quasiment mourant. Ça m'a énormément touchée parce que j'ai l'impression qu'il m'a transmis quelque chose là, le devoir, l'envie de ne pas laisser les gens dans la difficulté, dans la souffrance. Comme si ce message-là avait été transféré dans l'exercice de mon métier aujourd'hui. Donc gratitude à mon père de m'avoir délivré ça et m'avoir permis de faire ce métier, parce que sans cet événement, je n'aurais pas fait ce métier, c'est sûr. Après, de la gratitude envers mes professeurs qui m'ont enseigné des tas de choses. Je pense que je suis pas une élève facile. Je pense que je suis une élève un peu envahissante, puisque je suis toujours en train de demander. Je sollicite beaucoup. Comme tout HP, j'ai envie de dire, est un peu relou. Très goulu d'infos, de compréhension. Donc, merci à mes professeurs pour leur patience. Et puis ensuite, j'ai rencontré, dans un cadre professionnel, des personnes vraiment incroyables, dont tu fais partie. Alix, avec qui on travaille beaucoup. Il y a eu des échanges de bonnes pratiques, des échanges de lecture qui m'ont aidé à progresser. Parce que moi, je suis beaucoup dans la matière et la partie énergétique, elle m'est un peu moins facile. Enfin, maintenant, ça va mieux, mais elle est moins spontanée chez moi. Moi, je suis vraiment dans la physiologie et la cellule. Donc, dès qu'on va parler d'émotions d'énergétique, je me nourris des personnes qui m'ont éclairée. Il y a eu aussi des kinésiologues, Mélanie Raymond... et il y a plein d'autres gens, je veux pas citer tout le monde parce que et je veux pas blesser les gens que je ne cite pas, donc voilà. Bien sûr. Mais d'ailleurs, sur le côté énergétique, quand même, à la fin de tes séances, tu fais un gong, tu vois, donc t'as quand même... Oui, j'intègre. Intégré. Oui, c'est-à-dire que moi, je prends tout ce qui est bon pour les gens. Je suis très ouverte, donc si ça, je sais que c'est bon, je vais le prendre. Je vais pas me dire, non, il n'y a pas d'études scientifiques randomisées. Non. Ce qui pourrait être intuitif pour quelqu'un qui réfléchit comme toi. Oui, mais après, je veux dire, la science, elle a pas commencé avec des études randomisées en double aveugle. On a commencé très simplement en faisant des constats sur le terrain. Et moi, je pense que le constat sur le terrain, il y a des bonnes remontées. Moi, j'intègre et je me dis, ça a été utile à quelqu'un, ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Pourquoi pas, en fait. Oui, c'est ça. C'est que même si ça n'a pas marché sur 10 personnes et que ça marche sur une, ça vaut le coup quand même de la porter. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'aimerais ouvrir le chapitre dont tu as parlé tout à l'heure de ta franchise, parce qu'aujourd'hui, le thème du podcast, c'est la transmission. Déjà, pourquoi est-ce que tu as voulu transmettre ton savoir et tes connaissances et pourquoi sous cette forme-là? Est-ce que tu peux détailler un petit peu? Alors, moi, j'ai toujours aimé l'enseignement. J'aime les jeunes. J'ai envie de leur apporter ce que je sais pour leur faire gagner du temps. Donc, j'ai beaucoup d'affection pour les jeunes qui démarrent, vraiment. C'est d'ailleurs aussi pour ça, petite parenthèse, mais que on raconte un petit peu notre rencontre. Mais donc moi, je rentrais dans un groupe business. J'étais pas encore dans le groupe d'ailleurs. Hein. C'était le premier groupe business que je visitais de ma vie. Et donc, chacun doit présenter en 30 secondes ses actualités. Et Sabria le fait et elle parle du thème de l'addiction au sucre. Moi, la veille, j'avais eu une patiente qui m'a dit qu'elle était addicte au sucre et qu'elle savait pas comment faire pour s'en sortir. Et donc, instantanément, je lui toque, elle était devant moi, je me rappellerai. Je lui toque sur l'épaule, je donne ma carte et je dis « J'ai une patiente pour toi ». Elle me fait « Ok, super ». Et puis donc après, la réunion, on va discuter. Et puis là, je pense que toi et moi, on était... conquise direct, mais j'étais un peu impressionnée au début, j'avoue, parce que naturo-biologiste, tu as du charisme, je trouve. Moi, je ne trouve pas, mais... En tout cas, pour une jeune qui venait d'arriver, parce que depuis, il s'est passé quand même plein de trucs avec ce réseau business, mais quand j'arrivais dans ce monde-là, waouh. Et puis après, je me sentais aussi épaulée, parce que déjà, t'étais une femme, t'étais thérapeute, on parlait le même langage. C'est sûr que je parlais pas le même langage que le plombier. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais en tout cas, merci du coup pour cette introduction
Bah non, je t'en prie. dans le monde de l'entreprise et du soin, en fait. Voilà. Ouais, non, mais avec plaisir. Donc voilà, j'aime les jeunes, j'aime les aider. Si je peux leur apporter quelque chose, j'y vais volontiers avec beaucoup d'affection. Et puis, donc l'enseignement me plaît aussi. Et le point qui est quand même important, c'est que la méthode marche. La méthode marche et je me suis dit, je ne pourrais pas aider la planète entière. Il faut absolument qu'il y ait d'autres personnes qui sachent faire ça. Et quand on regarde dans le monde de la naturopathie, en fait, il y a de tout. Il n'y en a pas un qui se ressemble, il n'y en a pas un qui fait pareil. Donc, je me suis dit, en fait, je ne peux pas orienter vers d'autres naturopathes parce qu'en fait, c'est quasi sûr, ils ne font pas du tout la même chose et dans cet ordre-là. Donc, je me suis dit, comment m'y prendre ? J'ai commencé à faire des formations et je me suis rendu compte qu'à la fin des formations, les gens disparaissaient. C'est-à-dire que il se passait plus rien. Je ne sais même pas s'ils mettaient en pratique ou pas. Donc, en fait, j'avais pas résolu le problème de créer d'autres praticiens qui travaillent un peu comme moi et qui dupliquent en fait cette activité-là. Donc, bon, j'ai laissé de côté. Et puis, moi, je reçois quand même pas mal de monde d'un peu partout. Et il y en a qui font des allers-retours de Paris, par exemple, dans la journée. Ouais. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux garantir aux gens la même prestation ? Parce qu'on me demandait, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui travaille comme vous, à Nantes, comme vous ? Ben, en fait, non, j'en connais pas. Et je me suis dit que la seule manière de dupliquer mon activité, c'est un modèle de franchise, où là, vraiment, tout est encadré. C'est moi qui gère la formation, il y a un suivi du praticien, on partage les mêmes outils, et puis il y a un contrat, en fait. On est engagé sur plusieurs années. Et là, c'est une vraie réponse. Et là, je peux dire aux gens, oui, allez voir Madame Michu, qui se trouve à Nantes, parce que vraiment, vous aurez la même chose. Donc, ça peut commencer chez moi et se terminer chez Madame Michu à Nantes. C'est normé. Et ça, c'est une vraie réponse à un marché, à une situation réelle que j'ai connue. Et donc, du coup, tu as commencé à former tes premiers franchisés. Oui, une implantation à Paris. Est-ce que tu peux me raconter l'expérience de transmission, comment tu l'as vécue ? Qu'est-ce qui t'a fait vibrer là-dedans ? Alors, j'ai ressenti de la frustration parce que j'avais presque envie d'enseigner jour et nuit pour qu'elle reparte avec un maximum. Ok. Mon mari me recadrait régulièrement et il me disait « Mais t'es folle !» En fait, t'es folle. C'est vrai qu'on a fait des grosses journées. Il y a des journées où on commence à 6h du matin, on finit à 20h. Mais j'avais vraiment envie de transmettre beaucoup et j'ai eu la chance d'être avec Roxana qui a embrassé le sujet totalement et qui est aussi passionnée que moi. Et qui avait aussi des bases de biologie solides. Elle est pharmacienne. Voilà. Elle est docteure en pharmacie à Paris. Et ça s'est super bien passé. Donc ma frustration, je pense, c'est l'envie de caser toutes les minutes un enseignement full time, jour et nuit. Donc voilà, cette envie vraiment de donner le maximum en un temps défini. Et c'est jamais terminé. Donc oui, je pourrais être avec Roxana tout le temps pour transmettre tout ce que je sais. Est-ce que tu as eu d'autres expériences d'enseignement en dehors de la franchise ? Oui, j'ai donné des cours à la fac à l'université Aix-Marseille à différents publics. Donc j'ai fait le DESU performance sportive où j'avais des sportifs, des professionnels du sport. Et j'ai enseigné aussi à l'université du temps libre. Donc ça, c'est des personnes... il y a de tout aussi, il y a des seniors, il y a un peu de tout. Donc là, j'ai enseigné l'alimentation santé. Et comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a été des moments que tu as appréciés ou... Oui, j'aime bien, ouais. Oui, j'aime bien. J'aime bien la conférence. J'aime beaucoup l'enseignement. J'aime beaucoup. Et est-ce que par rapport à un public du coup totalement différent, est-ce que tu as dû t'adapter ? Comment est-ce que tu t'es sentie à ce moment-là ? Je me suis sentie super bien. Non, j'ai pas eu de moment où j'ai dû m'adapter. Je suis restée moi. C'était fluide. Ouais, complètement. Vraiment, j'étais hyper bien dans mon rôle et parce que aussi j'ai traversé tout ce que j'ai traversé et je sais que ce que je sais, des gens ne le savent pas. Alors qu'avant de savoir que j'étais HP, je me disais, mais en fait, ce que je sais, tout le monde le sait. Et il n'y a pas d'utilité à enseigner. Donc merci d'avoir compris que tu étais HPI en fait finalement. Oui, voilà, c'est ça. Non, c'est bien de savoir quand on est HP, c'est bien de le savoir. Et toujours dans le thème de la transmission, tu transmets beaucoup à tes patients aussi. Ah oui. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Et
Et comment est-ce que tu leur transmets ? Est-ce que le rapport est différent aussi ? En fait, le patient, on va s'adapter à lui, donc on ne transmet que ce qui lui est utile en temps et en heure. C'est-à-dire que ça dure pas longtemps, une consulte, et on transmet ce qu'on peut transmettre, qui est transmissible. Voilà, c'est-à-dire un végétarien, on va pas lui dire mange de la viande pour ta santé, parce que de toute façon il est végétarien et il est hors de question qu'il mange de la viande, mais vous pouvez vous épuiser à lui expliquer de manger de la viande, mais il ne mangera pas de viande, donc c'est du temps perdu. Par contre, essayer de trouver des solutions alternatives, surtout s'il y a une problématique protéine, c'est une autre transmission, c'est une transmission personnalisée. C'est pas pareil. Et est-ce que tu sens que tu es en constante adaptation de ton discours ? Tout le temps. Et est-ce que c'est quelque chose qui a été inné ou est-ce que tu as dû, au fur et à mesure des consultations, comprendre qu'il fallait t'adapter pour que les patients suivent ce que tu leur dis ou... Bon, j'ai un relationnel facile. Hein. Voilà, j'ai un relationnel très facile. Je ne suis pas du tout dans le jugement. J'aime vraiment les gens. Quand je sens que je vais un peu fort, on le voit, la réaction de la personne en face. Il y a un petit recul, dire non, ça je ne le ferai pas. Et là, on se dit bon, ok. J'ai compris, tu le feras pas. Alors, est-ce qu'on peut faire plutôt comme ça ? Est-ce que ça, c'est OK ? Et après, on est repris, en fait. On se reprend tout seul. Et est-ce que tu as des patients qui t'ont marqué aussi, qui t'ont appris des choses, qui t'ont fait switcher, qui t'ont fait avancer aussi Sur la partie alimentation ou... Globalement, de toutes les personnes que tu as vues, qui t'ont, toi, fait avancer, quoi, dans ton parcours. Les patients qui ont des maladies graves, qui racontent leur expérience de vie, leur manière de voir les choses. Ça, c'est des leçons qu'on me donne. Hein. Est-ce que tu as un exemple précis de personnes dans ce cas-là ? C'est souvent les cancéreux qui ont les meilleures leçons à donner. Hein. Est-ce que tu pourrais transmettre une des leçons que tu as compris ? En fait, l'humilité et le fait de profiter de chaque instant, de ne pas faire de scénarios noirs qui ne se produiront probablement jamais. Pas d'anticipation anxieuse, accueillir ce qui arrive, être dans le présent, apprécier la nature autour de soi, être avec les gens qu'on aime. C'est simple, hein. Mais en fait, on a tendance à faire l'inverse. Faire des projections, faire des choses qu'on n'aime pas, se forcer à faire des choses ou voir des gens qu'on n'a pas envie de voir. Dégager son agenda et faire que du bon. Est-ce que toi, tu as des recommandations, des choses que tu aimes bien mettre en place pour quand tu vas trop loin dans ton anxiété, revenir dans le moment présent ? Alors, le problème du HP, c'est qu'émotionnellement, c'est un espèce d'accordéon d'une extrême à l'autre. C'est très dur. Moi, j'ai besoin d'être seule, de réfléchir et d'attendre que ça passe. Ok. Et quand tu es seule, tu fais quoi, par exemple ? Je vais me balader dans la nature. Je fais des câlins à mon chien. Toujours. Mais de la solitude, mon petit chien et de la nature. Est-ce que tu as l'impression que tu dois, dans ton corps, ça vibre trop et que tu dois faire redescendre, redonner du calme ? Ou alors, est-ce qu'au contraire, c'est le mouvement qui va t'apaiser Le mouvement m'apaise. Ok. Ouais. Et du coup, c'est quoi ? Les marchés, c'est ça Ouais, les marchés, écrire un article, faire quelque chose. Ok, donc t'es quand même dans l'action malgré tout. Oui, quand même, oui, bien sûr. Oui, je vais être dans l'action, dans la réflexion, mais il faut quand même que j'attende que ça passe parce que je peux avoir des mauvaises productions si je n'ai pas le moral. Et ça, c'est pas la peine. Ça te fait perdre... perdre. On perd jamais du temps parce que t'apprends forcément de ces périodes-là, mais... Oui, attendre que ça passe, c'est bien. Ok. T'attends que ça passe, mais dans l'action quand même. Toujours. Si tu devais donner une phrase ou une citation de quelqu'un connu ou pas, d'ailleurs, de ton entourage, que tu voudrais partager, qui t'a marqué. Alors, c'est simple, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Parce que vraiment, c'est ça, quoi. C'est que tant que c'est vivant, même s'il y a un tout petit brin de vie, ça peut basculer dans la pleine vie. C'est jamais foutu. Magnifique. Ouais, c'est ça. C'est simple, mais c'est vraiment ça. Mais écoute, merci beaucoup d'avoir participé au podcast Femmes à Corps. Merci à toi. Et bonne continuation. Et toutes les informations pour te joindre, te suivre, on mettra ça en description. Merci pour votre écoute.
On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode à la découverte d'une nouvelle femme incroyable. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram. À bientôt!